Bonsoir à tous et bienvenue au CEDIAS pour cette nouvelle séance de notre séminaire de l'histoire de l'ESS 2023-2024 pour une thématique nouvelle qui porte donc sur les liens entre économie sociale et colonialisme. Merci à tous de couper votre micro dans un premier temps, s'il vous plaît. Donc, sur ESS et colonialisme avec des formes spécifiques de SS et puis des variations historiques importantes. C'est un sujet qui, à ma connaissance, a été assez peu traité jusqu'à présent et donc ça nous a paru intéressant de commencer cette exploration aujourd'hui. Donc, avant de laisser la parole à Yannick Marek, que vous connaissez tous, je pense, qui va vous présenter nos intervenants. Je vous rappelle que cette séance est donc enregistrée, que vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube et que s'il y a des diaporamas en général, on essaye de les mettre aussi sur notre site. Je profitais aussi de cette occasion pour vous rappeler l'ouverture prochaine de notre nouveau portail numérique sur la bibliothèque de l'économie sociale, qui donc regroupera à la fois nos fonds, ceux aussi du Centre Charles Gide, et permettra d'avoir accès à un champ de documentation à la fois historique et contemporain sur l'économie sociale. Bon, j'espère que les problèmes voilà, de micro ou je ne sais pas, de haut-parleurs ont été résolus. Et donc, je vais passer la parole directement à Yannick Marek pour qu'il nous présente nos intervenants. Oui, donc bonjour à toutes et tous d'abord. Bon, donc une troisième séance qui porte sur un thème peu comme dans l'économie sociale et solidaire, comme vient de l'indiquer Madame Dominique Demangel, hein. Et même lorsqu'est abordé, par exemple, l'histoire de la protection sociale en liaison avec les migrations et les espaces coloniaux, hein, ce qui est déjà original en abordé dans l'historiographie, eh bien, l'approche par l'économie sociale et solidaire est généralement peu évoquée. Alors, en témoigne, par exemple, le dernier numéro publié, je vous montre la revue d'histoire le numéro 16 de 2023, hein, sur migrants et protection sociale au XXe siècle. Hein. Eh bien, dans ce numéro, il y a pourtant un très bon dossier sur les migrants et la protection sociale au XXe siècle qui aborde le monde contributive et non contributive, mais en tant que sujet de recherche proprement dit, eh bien, l'économie sociale et solidaire n'apparaît pas. Alors, cette remarque générale, eh bien, sous-tend en fait les deux sessions et ententes prévues donc pour cette séance avec Michel Dreyfus et Anthony Kitsch. Alors, leurs démarches sont différentes mais complémentaires. L'une est plus générale, c'est celle de Michel Dreyfus sur les mouvements d'économie sociale, de premier, l'autre, plus spécifique, d'Anthony Kitsch sur les débuts d'une forme de mutualisme agricole, les sociétés indigènes de prévoyance en Algérie, 1886-1914. Donc ça se complète bien du point de vue de l'approche. Alors, je voudrais rapidement présenter nos deux intervenants que vous connaissez certainement. Enfin, Michel Dreyfus, donc, est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est rattaché au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains de l'Université de Paris 1. Un code d'ouvrage concernant l'histoire de l'économie sociale et solidaire, en particulier la mutualité et la coopération. Il a notamment publié en 2013 chez Actes Sud Financer les utopies
une histoire du crédit coopératif 1913. Et puis, plus récemment, en 2017, il a aussi publié au PUR une histoire de l'économie sociale de la Grande Guerre à nos jours. Et il aborde cette histoire dans les pays coloniaux, mais comme le suggère le titre de son intervention et le résumé qu'il a dans cette séance, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. Alors, Anthony Kitts, lui, il est docteur en histoire contemporaine. Alors, il a la grande qualité d'avoir été un de mes doctorants. Et donc, avec une thèse récemment publiée, deux communes aux presses universitaires de Caen et aux presses universitaires de Rouen et du Havre, hein, pour une fois réunies, sur les questions des représentations et de prise en charge de la pauvreté en Normandie au XIXe siècle. Alors, il est chercheur associé au GRIS de l'Université de Rouen, aussi co-auteur donc avec Olivier Vernier et moi-même d'un manuel paru chez Atlant en 2022 sur la pauvreté et sa prise en charge en France 1848-1988. Et dans cet ouvrage, il a notamment rédigé le chapitre sur la lutte pour l'espace colonial. Il a aussi développé cette approche en l'élargissant aux questions de protection sociale dans différents travaux indiqués dans la présentation de ce séminaire du CEDIAS. Alors, l'intitulé de son intervention s'inscrit dans cette volonté d'effectuer une histoire polycoloniale, particulièrement en ce qui concerne l'Algérie et plus largement le Maghreb, mais en partant en fait des formes d'organisation, de structure, de base. Et donc, c'est ce qu'il nous montrera avec sa communication. C'est la parole à nos deux intervenants. Alors, il y aura tout d'abord Michel Dreyfus, hein, qui va donc intervenir sur les mouvements d'économie sociale dans les colonies, et première approche. Ensuite, il y aura la possibilité de questions pendant une quinzaine de minutes. Voilà, Anthony Kitts ensuite. Donc, et avec également une série de questions. Et donc, Madame Demangel devrait faire la clôture de ce séminaire. Voilà. Merci. Et donc, à Michel Dreyfus. Alors, vas-y, maintenant. Merci beaucoup et Merci à bonjour toi, à Michel. tous. Effectivement, je vais parler d'économie sociale et d'économie. Alors, une précision, première précision, je parlerai d'économie sociale et non pas de guerre, parce que, à mon avis, c'est un concept qui est apparu dans les années 80, en gros dans les années 90, donc après la période coloniale. Donc, sans entrer plus avant dans les débats sur l'économie sociale et guerre, j'emploierai plutôt le terme d'économie sociale. Effectivement, ça a été dit, mais je crois qu'il faut insister là-dessus, nous abordons un domaine complètement nouveau. Et nous abordons un domaine complètement nouveau, c'est pour quoi je poserai beaucoup plus de questions que je ne apporterai de réponses. Enfin bon, comme ça. Mais il faut bien voir d'où on part. Alors d'où on part d'abord, premier constat, les travaux sur l'histoire du colonialisme se multiplient surtout actuellement, pour le bon, pour le mauvais. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est quelque chose, un mouvement tout à fait. Et en regard, on voit que les travaux sur l'histoire de l'économie sociale se restent, je l'ai dit souvent, je le répète, et en dépit de travaux menés dans le cas du CEDIAS, en dépit de ce qui se fait dans le séminaire, séminaire, il y a en faire. Donc, on part déjà d'une différence considérable d'approche historique entre l'un et l'autre. Ça, c'est un premier point. Et bon, tout petit rappel, je tiens ici à rendre hommage à Bernard Gibault, qui a été le premier, je crois, à bord dans un colloque que nous avions fait en 1992, ça ne rajeunit pas, avec la FNMF, sur la mutualité, l'histoire, une approche de l'histoire internationale de la mutualité. D'ailleurs,
il serait bien que ça aussi ce serait à reprendre. Et Bernard Gibault était le premier à de la mutualité coloniale, ce qui était à l'époque tout à fait original. Et je dois dire que, en dépit, bon, évidemment, il y a en particulier les travaux de Nikitz, il en parlera tout à l'heure. Moi-même, j'ai un petit peu approfondi cette problématique, mais il y a encore énormément de choses à faire. Bon. Cela dit, bon, quel est le problème? Le problème est d'abord, je ferai d'abord quatre grandes remarques sur ce que pose cette histoire. La première remarque, c'est qu'il y a une certaine coïncidence chronologique entre et le colonialisme. Bon, évidemment, leurs causes, leurs origines sont complètement différentes, ça de soi. Mais bon, mais il n'empêche qu'il y a une certaine coïncidence chronologique dans la mesure où le colonialisme, même s'il y a eu l'Algérie en 1830, commence véritablement en France, comme d'ailleurs dans la majorité des pays d'Europe, l'Angleterre, la Belgique, moins l'Allemagne un peu plus tardivement, un peu plus tardivement l'Italie, ça commence dans les années 1880-1890, en gros. Or, la perspective, les mouvements encore, on peut remonter auparavant dans Racine vers 1830-1840, ils prennent véritablement leur essor dans les mêmes années, 1880. C'était à l'époque où la mutualité et la coopération commencent à se structurer en organisation. Je ne détaille pas ici, mais enfin bon, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Le problème est beaucoup plus compliqué pour les associations parce que l'histoire des associations se définit entre autres par leur tardive, comment dirais-je, leur tardive fonction à s'organiser. Mais bon, je laisse ça de côté. La mutualité et la coopération apparaissent, se développent à peu près en même temps que le colonialisme. Je dis bien la mutualité et la coopération, mais pas le mouvement d'économie sociale, dans la mesure où ces deux mouvements restent encore largement séparés, autonomes. C'est-à-dire que chacun vit sa vie, chacun vit. Bon, ça, comment dirais-je, il n'y a pas de mouvement d'économie sociale. Bon, j'avance un peu dans le temps et je vois que le colonialisme connaît son apogée dans les années 30. Dans les années 30. Alors, l'économie sociale en tant que notion qu'a par Gide, Dominique, est-ce que tu peux revenir un petit peu? Oui, voilà, merci. La notion d'économie sociale qui avait été défendue, unifiée, qui avait été défendue par Gide dans les années 1900, par Émile Chesson, par quelques gens, est complètement. Et bon, donc l'économie sociale n'existe plus en temps. Bon, par contre, les mouvements mutualistes et la coopération, là aussi, je parle de la coopération générale, je n'ai pas le temps de détailler, connaissent un approfondissement très très fort entre les deux guerres. Troisième période, on voit que le colonialisme se termine à la fin des années 50. Bon, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine est finie en 54. La guerre d'Algérie commence quelques mois plus tard. Les pays d'Afrique obtiennent la fin des années 50. Et alors, l'économie sociale n'existe toujours pas. Et l'économie sociale, en tant que mouvement, je dis bien en tant que mouvement, arrivera dans les années à peu près 2 décennies plus tard. Grosso modo, en 77, 1977, 1980. Donc, on a un certain décalage. Alors, par contre, dans les années 50, à la fin des années 50, mutualité et coopération continuent à se développer très fortement, très fortement. Donc, on voit une certaine coïncidence chronologique, pas complète, mais enfin, il faut quand même. Deuxième caractéristique, c'est l'ampleur et la diversité. Alors, le colonialisme, quand on parle du colonialisme, je vais rappeler des évidences, il s'étend sur des sociétés très diverses, dans la mesure où, bon, des sociétés africaines sont effectivement très diverses, de même que parler de l'Europe n'a pas grand sens parce qu'il y a une très grande diversité en Europe. De même, parler du colonialisme en Afrique, c'est
Et il faudrait voir beaucoup plus en détail, le, comment dirais-je, le pays. Il n'empêche que on peut dire que au moins dans les pays coloniaux, comment, les sociétés rurales sont extrêmement importantes. Et là, on touche un point avec ce que nous connaissons en France et partie en Europe, dans la mesure où la mutualité et la coopération sont effectivement des mouvements davantage urbains. Alors, bon, là aussi, je sais bien, il faut réfléchir sur le temps long. Il faut se souvenir qu'en 1914, la France en majorité paysanne, que c'est qu'en 1930 que s'effectuera la bascule, au moment d'ailleurs de l'apogée du colonialisme. Il faut se souvenir que il existait par exemple au musée social une section agricole, une section paysanne qui était et il n'empêche que en France, la mutualité et la coopération sont très largement des mouvements urbains. Je prends encore un exemple. Avant la guerre, en France, il y a environ 50 000 paysans, organisés à la mutualité. Paul de May, président de la Fédération nationale de la mutualité française, se développe. Nous n'avons que 50 000 paysans, il en faudrait 500 000. Donc, un relatif échec dans les 1000 paysans. Et au contraire, quand on voit les sociétés coloniales, on voit que ces sociétés très diverses sont des sociétés. Et donc là, il y a vraiment une différence fondamentale dont il faut, comment dirais, il faut tenir compte. Alors, je ne parlerai pas beaucoup des associations parce que là encore, d'abord, leur histoire reste mal connue en France, connue dans les colonies. Bon, et j'en profite pour dire, j'aurais dû le dire avant d'ailleurs, que nous abordons un sujet entièrement nouveau. Et bon, on peut d'abord se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de l'aborder? Est-ce qu'il y a eu une économie sociale dans les colonies? Alors, soit ça ne vaut pas la peine de s'en occuper, bon, soit, et moi c'est ma position, on peut dire, mais il faut d'abord aller voir, il faut aller voir les archives, il faut aller voir les sources, il faut avoir les travaux. Et Yannick Marek rappelait très justement le fait qu'on commence à s'intéresser à la protection sociale des migrants, donc en faisant allusion en montrant ce numéro, tout à fait juste. Et bon, j'ai quand même fait quelques sondages et on voit que effectivement les archives commencent à parler, mais encore une fois, les archives, il faut les voir, il faut les étudier, ouais. Et tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas dire. Donc, à mon avis, c'est un sujet qui est effectivement, et comment dirais-je, un sujet qui est effectivement, maintenant il faut aller voir. Alors, troisièmement, il me semble que dans les, comment dire, on pourrait peut-être établir une première entre deux types de mouvements. D'une part, des formes antérieures qui existaient, des formes de solidarité qui existaient dans les sociétés paysannes antérieurement à la colonisation. Et là, Anthony Kiss nous parlera tout à l'heure je crois, de mutualité coloniale qui existait en Algérie. Bon. Et moi, je voudrais apporter ma modeste contribution en rappelant que des formes de solidarité ont également existé au Sénégal, là aussi, reposant sur des paysannes, des formes de mutualité qui étaient organisées et, comment dire, encouragées par l'administration dès le début du siècle, dès 1900, et bon, ce sont des formes d'entraide qui peuvent nous rappeler très lointainement des formes d'entraide qu'on a vues au cours d'autres séances, je pense en particulier aux fruitières que nous avait présenté M. Mello dans une séance précédente, mais évidemment, bon, là, ça arrête la comparaison parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de différences. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'il y a une piste tout à fait intéressante à explorer, et je pense que Anthony Fitz va nous parler, quand il va nous parler des mutuelles existant en Algérie, nous donnera une bonne étude de cas.
Alors, maintenant, je parlerai d'une deuxième forme de l'économie sociale qui a paru, à mon avis, dans le livre, c'est celles qui ont, comment dirais-je, été impulsées, fondées par des Européens, par des Français, par des colonisateurs. Et là aussi, à ma connaissance, là encore, tout le travail reste à faire. Un certain nombre de pistes de recherche. Je m'indique à piste de recherche, encore une fois, en sachant que, évidemment, ce ne sont que des pistes, il faut aller voir de plus près, mais enfin, là encore, tant qu'on n'a pas fait le travail, on ne sait pas. Premièrement, un cas particulier, la commune, vous savez, comment dirais-je, s'est terminée par un massacre épouvantable, quelques 30 000 personnes, et il y a eu près de 4 000 déportés de la commune à Nouméa. Et ces déportés ont vécu à Nouméa de 1978. Ces communards, ces ex-communards, créent une société de secours mutuel, je pense, d'entraide, parce qu'ils en, comment dirais-je, ils en avaient bien besoin. Je ne sache pas qu'on l'a beaucoup étudié. Je voudrais savoir France, la loi d'amnistie est de 1879-1880, si de retour en France, ils continuent à, comment dirais-je, à développer, à animer leur société, à se réunir entre eux, etc. S'il reste des choses en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Deuxièmement, euh, deuxièmement je pense je pense aux Alsaciens-Lorrains qui sont venus en France, aux Alsaciens-Lorrains qui viennent en France, après la guerre de Suez, qui sont venus en France, puis en Algérie. J'aimerais savoir s'ils ont créé leur société de secours mutuel. Là aussi, j'ai un peu regardé, mais à mon avis, il n'existait pas de travaux. Ont-ils animé des formes, comment dirais-je, d'entraide, de solidarité, de société, d'association peut-être, et là encore, ont-ils eu des rapports avec les indigènes? Je n'en sais absolument rien, je pose la question. Euh, euh, je trouve en France, j'ai consulté les dictionnaires, l'annuaire, pardon, centrale des œuvres de bienfaisance, le COB, qui était, comme vous le savez, un des constitutifs du musée du CEDIAS en 1963. Le COB avait été fondé en 1895, et donc exactement au moment où le social, et on trouve dans le dictionnaire de nombreuses associations constituées en France et intervenant auprès des colonisés dans les années 1930. Alors là encore, il faudrait voir pour Paris, il faudrait voir pour la France, parce que Paris n'est pas toute la France, donc aussi, il faudrait regarder comment étudier, et il faudrait surtout voir quelle est l'action réelle de ces, comment dirais-je, de ces associations, voir si elles font, si elles exigent autrement que sur le papier, si elles se développent, et là encore, voir ce qu'il en est de la, comment dirais-je, de la réalité. Je passe sur le développement, enfin, un mot sur le développement de la mutualité coloniale. Je vous renvoie encore comment dire, aux travaux de Bernard Gibault. Je pourrais donner quelques détails supplémentaires. Je rappelle qu'il a été constitué, là encore, grâce au musée social, et sinon on le retrouve très souvent, un certain une mutualité coloniale spécifique, spécifique en 1904. Mais bon, il y a encore, je pense que vous pourrez poser la question à Anthony Kiss, je pense qu'elle n'a pas eu un grand développement. Quoi qu'il en soit, en 1937 se tient à Paris une exposition universelle. Et lors de cette exposition universelle, la mutualité sort une grosse brochure où elle présente toutes ses œuvres. Alors évidemment, il faut faire la part de, comment dirais-je, de la réclame, qu'on disait dans ce temps. Bon, mais enfin, il n'y a pas un problème. Je suppose qu'elle n'existait plus. Autre question, est-ce que l'armée
est-ce que l'administration, est-ce que même les partis politiques, est-ce que l'Église ont animé? Je dis bien l'Église parce que, là encore, je crois qu'il faut, comment dire, ne pas s'en tenir à une vision restrictive de l'histoire de l'économie sociale, comme quoi elle viendrait uniquement de l'économie sociale. Le courant chrétien est important également, et ce courant est particulièrement important des associations. Donc là aussi, je pense qu'il serait, comment dire, nécessaire de les voir, mais là encore, je ne sais pas. En Algérie, précision, on trouve des coopératives agricoles. Elles sont, dès la fin de la Grande Guerre, elles sont environ, et elles ne cessent de développer puisqu'elles sont environ 250 vers 1930. On trouve aussi des banques coopératives. On voit que des efforts sont également faits au Maroc, mais par contre, dans le reste de l'Afrique, pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Mais encore une fois, le fait que pour l'instant on ne connaisse pas, tant qu'on n'est pas allé voir des archives, on ne sait pas. Donc, bon, là, il faut, comment dire, il faut aller voir. Autre question, le colonialisme a, comment dirais-je, a été l'œuvre, objet de critiques dès ses débuts. Je pense à deux personnes. Oui, d'une part, Félicien Chalet, qui sera ensuite, qui était membre de la Ligue d'Homme et socialiste, et plus connu, Savorgnan de Brazza. Savorgnan, qui était un grand explorateur de l'Afrique et aussi qui a commencé à remettre en cause le colonialisme. J'aimerais savoir si, dans leur, comment dirais-je, dans leur pensée, dans leur démarche, ils se sont intéressés quelque peu, non pas, à mon avis, aux mutuelles et aux coopératives, je ne pense pas, mais à des associations. Peut-être à des associations. Je ne sais pas, là encore, je pose la question. Autre question, j'ai dit tout à l'heure que le colonialisme avait connu son apogée dans l'entre-deux-guerres. Il connaît son apogée en France, c'est un exemple que je cite toujours. L'exposition coloniale 31 reçoit 5 millions de visiteurs. Une exposition coloniale organisée par le Parti communiste, la CGTU Aragon, réunit 100 000 personnes. Bon, je donne tous ces chiffres parce que ça montre quel était l'état d'esprit français qui était entièrement à 90 ou 95% colonialiste. Et on le voit évidemment à travers ces chiffres, mais on le voit aussi dans le fait qu'à l'époque, dans les films, dans la littérature, on voit le fait colonial complètement mis. On le voit on le voit y compris dans des questions d'alimentation qui touchent par des gens, des coopératives. On voit que certains produits comme Banania, le thé colonial, le riz indochinois, etc., sont des produits largement qualitatifs, et j'en sais rien, mais ça c'est intéressant à voir. Est-ce que les coopératives s'intéressent à ce que pratiquent ce genre de choses? Elles le pratiquent probablement sans le moindre état d'âme, mais il serait intéressant de voir aussi, si ça leur a posé de l'admettait. Je pense qu'elle l'admettait très fortement. Enfin, là aussi, c'est une piste supplémentaire à voir. Autre chose, j'ai parlé de l'exposition coloniale de 1931. Question, est-ce que le mouvement coopératif, est-ce que la mutualité, ils sont présents? On ne sait pas. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la mutualité, mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout regardé. Même chose pour la coopération. Et bon, là encore, il faudrait y aller voir. Alors, encore une fois, je ne sais pas du tout, mais bon, c'est autant de questions qui se posent. On sait que les assurances sociales constituées, comment ça fonctionne en 1930, ont favorisé très fortement l'essor de la mutualité dans la métropole. Bon, question, à supposer qu'il existait une certaine, et je pense qu'elle existait un peu, mais existait essentiellement pour l'administration, peut-être pour les professeurs, pour les enseignants, peut-être pour l'armée,
mais certainement pas pour les indigènes. Est-ce que les assurances sociales ont favorisé l'essor de la mutualité dans l'économie, en Afrique au moins? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est autant de questions il faudra poser. Encore une ou deux questions. Comment dirais-je, la Fédération nationale de consommation est toute puissante de la Grande Guerre à, comment dirais-je, aux années postérieures, aux années 70, donc postérieurement à cette histoire. Bon, elle connaîtra un grave échec en 1985, vraiment du cadre chronologique de cette affaire. Moi, je voudrais savoir si cette Fédération nationale de la coopération, des coopératives de consommation, a fondé des succursales dans l'économie. J'en sais rien, mais là encore, il me semble que alors, on n'en sait rien, de même qu'on connaît peu de choses sur l'histoire de coopération. Les principales fédérations en métropole de la coopération, la Fédération du Nord, la Fédération du Franc, du Nord, de la Lorraine, de l'Ouest, de la Normandie, qui étaient des véritables bastions. J'en parle un peu dans mon histoire de l'économie sociale, mais finalement, encore assez peu. Donc la question se pose en Algérie, qu'en est-il? Je n'en sais rien. Et dernière question que je pose, et puis après, on va répondre aux questions s'il y en a. On sait que le général de l'éducation nationale, avant créant la Libération, joue un certain rôle en Algérie et qu'elle a même laissé un certain nombre de ses œuvres après, comment dirais, après l'indépendance, après 1962. Il y a eu un accord entre. Et là encore, l'histoire de la gêne en Algérie, à mon avis, reste pour l'essentiel à écrire. J'ai écrit il y a déjà un certain temps une histoire de la gêne, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup répondu à cette question. Vous voyez donc de multiples questions, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres qui montrent, croient, nous orienter absolument dans cette direction. Je vous remercie. Eh bien, je reprends. Bien, merci Michel pour cette intervention très suggestive et puis positivement, et qui montre d'ailleurs que c'est un sujet neuf qui mérite d'être approfondi. Alors donc, je pense qu'il y aura des auditeurs, enfin qui pourront intervenir en vidéo. Alors moi, je voulais simplement évoquer une question. Tu as l'exposition coloniale de 1931. Oui. Mais est-ce que, par exemple, dans les expositions universelles à Paris, ou notamment 1889, mais même après, il y avait souvent rattaché à ces d'économie sociale. Oui, oui, oui. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent, justement, lors de ces congrès et autres? Parce que je me souviens aussi qu'il y a eu des colloques sur l'existence sur l'assistance en Algérie, dans les pays coloniaux. Et donc, il y a peut-être aussi des traces de l'économie sociale et solidaire par ce biais-là, non? Je suis absolument d'accord avec toi. Alors, on va parler peut-être de l'exposition de 1889 et le chronologique. C'est une piste supplémentaire que je prends bien volontiers. Alors, que la mutualité et la coopération étaient présentes à ces expositions, ça on le sait. C'est bien connu, encore pas tellement étudié, mais bon. Est-ce que l'aspect colonial était pris en compte? Alors là, tu as tout à fait raison de poser la question. J'avoue mon ignorance et je pense ne pas être sur ce point. Autre aspect, c'est là, on est en fait focalisé sur le Maghreb, sur l'Algérie. Et colonial, c'est aussi l'Extrême-Orient. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des structures particulières dans ces pays-là qui se rattacheraient maintenant
à la notion d'économie sociale, même si c'est en fait complètement extérieur, quoi. Alors, là, je pense, je l'ai fait, il faut établir une distinction entre des formes qui existaient préalablement, des Oui, formes de solidarité. À mon avis, elles existaient forcément parce que des formes de solidarité ont existé dans toutes les sociétés agricoles, mais oui, compte tenu de leur diversité, de leurs traditions, oui, etc., organisé par les colonisateurs, compte tenu du fait que c'était oui. plus loin, les rapports avec la métropole étaient quand même plus distants, mais effectivement, c'est une piste supplémentaire qu'il convient d'aller voir. Oui. Bon, bah, je ne sais pas, il y a peut-être des Oui, je personnes propose de prendre quelques à faire des questions questions. posées. Il y a des intervenants qui s'étaient exprimés d'ailleurs sur le chat. Vous Mais pouvez prendre la je- parole directement. merci, Madame Patrick, tu voulais intervenir tout de suite? Oui, allez-y. Non, alors j'y vais, merci beaucoup. Bon, on Je ne sais pas t'entend pas, Patricia, qui parle là. c'est François Deligé qui Ah, très parle. bien, Donc, parfait, parfait, parce que je ne vous vois pas à l'écran, je ne sais pas pourquoi. ah, moi je vous vois très Moi, bien. bah écoutez, je ne sais pas, mais voilà. Bon, ah bah voilà, ça y est, c'est parfait. Allez-y, allez-y. Super, merci beaucoup. Merci Michel pour cette, euh, cette introduction à un chantier qui va être vaste et assez, avec, qui ouvre plein de pistes. Moi, ce que je voulais signaler, donc peut-être pour ceux que je ne connais pas, donc moi je travaille dans un institut associatif qui s'appelle l'IRAM, qui a une vieille histoire dans la coopération au développement après les indépendances. L'IRFED, économie et humanisme, qui a donc été impliqué dans des démarches d'animation rurale à partir de la fin des années 50, d'abord au Maroc, et puis après ça s'est étendu au niveau international. Et donc on a un groupe de travail qui travaille sur l'histoire et les mémoires de l'Institut, et notamment autour des archives. Et je vous mettais là dans le chat un petit extrait de... Les collègues avant tenaient très bien leur cahier d'activité. En 1964, il y avait Roland Collin, donc, qui était un des acteurs importants de l'Institut à cette époque-là, qui a été conseiller de Mamadou Dia après l'indépendance au Sénégal, avant d'intégrer l'Institut IRAM. C'est un ancien admirateur colonial au Mali. Et donc qui avait des séances régulières de travail avec avec Desroches et sur voilà, le lien entre ces activités donc, d'appui au développement rural, notamment à travers des coopératives dès la fin des années 50 au Maroc et après dans d'autres pays, au Sénégal, à Madagascar et ailleurs. Moi, la réaction que, mais c'est en lien avec un peu cette référence-là, de travail de Michel, c'est effectivement, pardon, cette diversité dans les situations coloniales dans lesquelles on travaille, avec derrière bon, on peut utiliser plusieurs terminologies, mais bon, il y a les pays au peuplement donc, de populations d'origine migrante européenne, hein, comme l'Algérie, où il y a eu dans le milieu rural des installations de colons agricoles très forts. Puis il y a les pays sous-indigénats, on va dire, en tout cas au niveau du rural. Et l'activité de production agricole et de commercialisation à des circuits de traite, hein, avec les sociétés de traite européennes, occidentales qui étaient très implantées. Et je pense que c'est vraiment deux situations très différentes. Alors peut-être qu'elles se combinent, euh, mais je pense que ce que Michel retrace comme
élément autour des expositions coloniales ou universelles, c'est vraiment la mutualité issue de la migration, enfin, c'est mon hypothèse, hein, des colons installés dans les pays et dans les colonies, les migrants installés dans les colonies et qui créent effectivement des formes de mutualité. Alors que du côté des, des populations locales, indigènes, dans les statuts coloniaux, l'objectif est plutôt une forme d'organisation vraiment autorisée. On parlera des sociétés d'indigènes de prévoyance après, mais l'enjeu derrière l'indépendance, c'est la rupture avec ces circuits de traite et donc l'organisation des de vie sociale, des coopératives ou associations ou autres, pour donner plus, voilà, rompre un peu les rapports de domination, de dépendance des agriculteurs indigènes vis-à-vis des sociétés de traite occidentales. Et ça, là, on a, nous, en tout cas dans nos archives, un certain nombre de conférences de Desroches, etc., qui marquent bien cette rupture-là. Voilà, alors que l'intervention dans les pays où il y a eu développement, enfin, migration et installation de colons français ou occidentaux, il y a les problématiques post-coloniales de l'indépendance sont très différentes. Ça concerne plutôt la réforme agraire, la redistribution agraire, la création éventuellement de coopératives autogérées. Derrière, il y a eu ça en Algérie, à 62. Ça me semble Oui, vraiment être alors tu veux répondre, deux voies, Michel? Oui, voilà, à creuser en tout cas. Merci beaucoup. On va juste peut-être pour prendre, merci, on va Oui, peut-être prendre une question. Je crois que Patricia voulait d'accord, bon, intervenir. je répondrai Il ensuite y avait alors. une autre question dans le chat aussi sur la Tunisie. Donc, je vous propose d'écouter d'abord les questions et peut-être de faire une réponse d'ensemble après, Michel, si tu le veux bien. Oui, absolument. Patricia? Oui, donc j'interviens dans la suite de François et l'intervention de Michel le dit et celle de François également. C'est vrai qu'il y a de solidarité qui sont propres aux sociétés indigènes et ensuite il y a le modèle de l'économie sociale statutaire du colonisateur qui est venu se plaquer là-dessus et c'est deux logiques en fait différentes. Avec François, on avait coordonné des vies sociales en Afrique subsaharienne et au Maghreb, et toutes les communications faisaient bien état effectivement de cette bipolarité, si vous voulez. Ce que je voulais ajouter, moi par ailleurs, c'est qu'on peut peut-être aussi penser en termes de colonial, on peut penser, je pense, pour la période coloniale, en tout cas, aux Antilles. Hein. J'avais un peu travaillé sur la mutualité en Guadeloupe et il y avait effectivement des modèles à ce moment-là de solidarité qui étaient propres aux Antilles avec les besoins spécifiques des populations. Ce qui fait que, par exemple, en termes de mutualité, ça se traduisait par des pratiques différentes. Et là, il y avait vraiment quelque chose de fort. Par ailleurs, je voulais aussi ajouter, par rapport au questionnement de Michel sur les assurances sociales, la sécurité sociale n'a été implantée dans les départements d'outre-mer qu'en 1954. Donc, il est probable que les assurances sociales n'ont pas vraiment eu d'impact sur le développement de la mutualité. Voilà, c'était ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci, Patricia. Et donc, quelqu'un avait posé, je crois, une question sur l'analogie des situations décrites entre l'Algérie et la Tunisie. Je sais pas. Non, je vois pas si. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir là-dessus ou pas. Oui, c'était moi. Ah, voilà. Allez-y. Est-ce que, je sais pas, il y a l'expérience des coopératives agricoles qui marque encore les agriculteurs tunisiens maintenant. Enfin, c'est plutôt dans les années 70, mais je me demande si ça existait avant la colonisation ou est-ce que c'est venu après
Dans votre diapo, vous dites qu'il y a les deux formes de mutualité et de coopération. Bon, alors, Michel, tu as des... Bon, très rapidement. Oui. D'abord, il faut bien comprendre qu'à l'époque, au début du colonialisme, parler d'économie sociale, je l'ai dit, on peut parler de mutualité et de coopération, on ne peut guère parler d'économie sociale, parce qu'il n'existe pas de mouvement d'économie sociale. Même si certains le lisent, Gilles Chesson, etc., mais enfin, bon, l'économie sociale apparaîtra véritablement en tant que mouvement après la période coloniale, dans la fin des années 70. Ça, c'est une première remarque. La seconde, pour répondre à votre question, il y a une telle diversité, de même que ça, dans cette histoire, parler d'Europe serait complètement réducteur, parler d'Afrique serait encore plus réducteur. Donc, il faut vraiment distinguer par pays, dans la mesure où, d'ailleurs, ces pays sont sortis du colonialisme différemment. Je vois l'Algérie et le Maroc, ça se passe très différemment, la Tunisie aussi. Donc, il faut regarder vraiment au cas par cas. Sur les assurances sociales, je nuance un peu ce que tu dis, Patricia. Je crois quand même qu'il y a eu un certain, je dis bien un certain, relatif développement des assurances sociales, au moins en Algérie, en Tunisie, au moins pour le personnel des colonisateurs ou indigènes, colonisateurs ou européens qui travaillaient. Dans quelles limites? Dans quelles limites? Là aussi, on connaît l'histoire du développement des assurances sociales en France. On connaît mal leur développement de l'économie. Donc, il faudrait commencer par là et voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'elles ont été gérées particulièrement par la mutualité ou par l'administration? Je n'en sais absolument rien. Donc, bon, je pose la question et j'arrête là. Dernier mot. Vous avez évoqué le nom de Desroches. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, dans la mesure où là, c'est quand même intéressant. Louis Desroches, qui est un rénovateur de la pensée de l'économie sociale dans les années 60, anime exactement au moment des premières indépendances un certain nombre, à travers un institut, à travers différentes structures, un institut pour former en Afrique des cadres de la coopération. Donc là, il y a vraiment un passage du relais, et à la fois, c'est un épisode connu dans la vie de Desroches. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment étudié en détail comment ça s'est passé, quels ont été les résultats concrets sur le terrain, où est-ce que ça a passé, qui ça a touché, etc., etc., etc. Donc, effectivement, il y a un passage de témoin tout à fait intéressant, parce que là, il y a effectivement une liaison, mais encore une fois, bon, ça se symbolise à travers la personne de Desroches, mais il faudrait là aussi voir de plus près, voir qu'est-ce que ça a donné, et voir aussi quelle était la postérité dans les années suivantes. Pour ce qui concerne la ruralité, je pense que ça serait bien d'y revenir après la conférence d'Anthony Kitz. Absolument. Donc, on va lui laisser la parole. Alors, moi, je serai peut-être plus là à la fin, mais tu prendras le relais. Pas de problème. Bon, donc, à vous, Anthony. Donc, il va nous parler des débuts d'une forme de mutualisme agricole, les sociétés indigènes de prévoyance en Algérie, 1886-1914. Il faut mettre votre micro, Anthony. Oui, votre micro, il a pas. C'est bon? Oui, voilà. Bon. Donc, bonjour à tous. Donc, merci Michel pour ta présentation générale sur l'économie sociale. Donc, moi, je vais vous présenter une forme qu'on pourrait dire aussi d'économie sociale, mais plutôt du mutualisme d'une forme agricole. À l'époque, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, je pense qu'il est intéressant de revenir sur cette période, dans le sens où c'est une période féconde pour le développement du mutualisme agricole. Et puis, pour faire un peu le lien avec Michel,
il avait par exemple évoqué peut-être l'apport de l'armée dans ce développement du mutualisme. Et dans mon développement, vous verrez que les sociétés indigènes de prévoyance, les embryons, les premières expériences, elles étaient liées notamment à des initiatives militaires dans le cadre des bureaux arabes. Donc, je vais présenter donc mon introduction. Donc, au moment où aujourd'hui l'Algérie est traversée par un nouveau cycle de crise politique et sociale, hein, il n'est pas sans intérêt de revenir sur son passé, et notamment pour appréhender les premiers pas d'un mutualisme agricole spécifique à la population indigène. Donc, ce travail s'inscrit dans une nouvelle orientation de mes recherches, notamment sur l'espace algérien et de manière un peu plus succincte sur l'espace maghrébin. Pour rappeler juste le cadre par rapport à l'Algérie, depuis 1848, ce n'est pas une colonie, mais c'est un département français, hein, avec 3 départements, le département d'Alger, d'Oran et de Constantine. Et puis on verra qu'en 1905, la partie sud de l'Algérie est devenue ce qu'on a appelé les territoires du Sud. C'est juste un petit rappel. Donc là, mon travail, c'est surtout de présenter les grandes lignes de cette forme de mutualisme agricole qui a été appelée par les autorités les sociétés indigènes de prévoyance. Hein. Je dirais les CIP plus simplement dans mon propos, ont été instituées en 1893, et puis d'en interroger à la fois leur efficacité sur le plan local et leurs limites. Donc on a une nouvelle législation qui va institutionnaliser la pratique des traditionnels silos de réserve de grains qui avaient été mis en place par les tribus depuis plusieurs siècles. Et donc, on va voir que ces réserves de silos de grains ont été repris par l'administration française et notamment l'administration française militaire. Mon travail s'appuyait surtout sur ces sources imprimées, notamment les comptes rendus annuels des opérations des sociétés indigènes de prévoyance. Il est évident que, comme c'est une première approche, il faudrait creuser dans le fonctionnement quotidien de ces sociétés, en allant notamment aux archives d'Aix-en-Provence. Et puis, je pense que la plupart des archives vraiment détaillées de ces sites en Algérie, à mon avis, elles sont en Algérie au niveau des archives des anciens départements d'Oran, d'Alger, de Constantine. Donc mon propos il va s'organiser autour de 3 parties. Hein. D'abord, on va revenir aux origines des CIP, avec notamment les silos de grains qui étaient utilisés par les tribus et les populations indigènes depuis des siècles. Dans une deuxième partie, on verra le processus d'institutionnalisation de ces pratiques sous le vocable des CIP. Et puis enfin, dans une dernière partie, je ferai un bilan général sur l'efficacité ou non de ces CIP. Donc ma première partie, donc on va voir les origines du mutualisme agricole, hein, j'ai appelé les silos de réserve à grains. Hein. Donc on peut rappeler déjà au départ que la société algérienne est une société qui a été extrêmement fracturée et bouleversée par la conquête militaire française à partir de 1830. Hein. Et donc, ça a eu beaucoup de conséquences sur la société paysanne algérienne, hein, jusqu'aux années 1870, où là, il y a eu la dernière insurrection algérienne. La guerre de conquête et des réquisitions ont engendré une situation sanitaire assez déplorable pour les populations locales, hein, au point qu'on a eu ce qu'on a appelé une crise démographique dans les années 1866-1870, avec à peu près 800 000 personnes qui ont été décédées. Et ce qui est important aussi de rappeler par rapport à la société paysanne, c'est que c'était aussi une société qui était fortement affectée par les aléas climatiques et qui jouait évidemment sur le niveau des récoltes, et d'où l'intérêt de faire des réserves de grains en prévoyance des mauvaises années de récolte. Un autre point sur les fragilités, les vulnérabilités de cette société algérienne paysanne, hein, c'est le fait qu'elles étaient exposées de manière récurrente jusqu'au XXe siècle, hein, par différentes épidémies, hein, choléra, paludisme, peste, trachome, tuberculose, typhus, typhoïde, etc. Hein.
Et donc, on a une population qui est vulnérable et qui est aussi fortement paupérisée, hein, comme le soulignait l'historien spécialiste du Maghreb Daniel Rivet. Hein. On a des signes objectifs de paupérisation qui sont indubitables dans tout le Maghreb. Donc, cette pauvreté particulièrement enracinée parmi les populations colonisées, hein, à l'exemple du Constantinois qui a été étudié par André Nouchy, hein, ou de la Kabylie, notamment dans les années 1870. Hein. La pauvreté de la part des communautés des européennes, notamment des colons, est beaucoup plus limitée, mais elle existe quand même. Hein. Et donc, on a une société coloniale qui est quand même fortement inégalitaire, discriminante, hein, et ségrégative. Et donc, ce phénomène de paupérisation a été d'autant plus visible dans la population algérienne que cette population après, on va dire, le désastre démographique, pour reprendre les termes d'un livre, un historien sur cette période, elle était d'autant plus visible que la population algérienne a fortement augmenté à partir des années 1870. Hein, elle a été multipliée par 2 pour arriver à peu près à plus de 5,5 millions d'habitants en 1911. Hein, et donc, ça a eu aussi des effets sur ces vulnérabilités. Donc, pour revenir plus proche de notre sujet maintenant, hein, dans ce monde de contact, hein, pour reprendre les termes de l'historien de la colonisation en Algérie, hein, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces sociétés paysannes algériennes, hein, elles sont fortement imprégnées par le poids de l'islam. Et ce poids de l'islam a une forte influence sur les pratiques charitables des communautés musulmanes. Hein, et on peut rappeler que dans le Coran, un des piliers de l'islam, c'est l'aumône, l'obligation de l'aumône. Hein. Comme le dit le Coran, vous n'atteindrez à la piété parfaite que lorsque vous aurez fait l'aumône de ce que vous chérissez le plus, tout ce que vous avez donné, Dieu le saura. Et donc cette bienfaisance confessionnelle musulmane, on peut en effet compter sur l'aumône, donc c'est ce qu'on appelle la zaka à l'époque, hein, et c'est encore le terme aujourd'hui. Hein, donc c'est une œuvre cultuelle d'ordre pécuniaire, hein, dont l'objectif est de purifier l'âme. Hein. Elle consiste à donner un droit aux pauvres sur les biens des riches. Hein, et donc, elle revêt une obligation légale. Et donc, cette zaka, elle a une importance par rapport aussi à la constitution des silos de grains. C'est pareil, ces pauvres pouvaient bénéficier aussi d'autres aides de la communauté, notamment à partir d'aides matérielles d'organisations comme les zaouïas, c'est-à-dire des écoles privées qui dispensaient un enseignement dans différentes disciplines, hein, évidemment coraniques notamment, mais pas que. Et puis aussi à propos d'autres structures, des fondations pieuses, hein, qu'on appelait aussi les abous. Et donc, on a une société paysanne qui est quand même vulnérable aux aléas climatiques, même si la communauté a des moyens de les aider dans les plus mauvaises années. On voit que dans ce cadre religieux, hein, s'inscrit aussi la pratique des silos de grains de réserve, dont les premiers buts étaient de limiter, autant que faire se peut, hein, les effets des aléas climatiques sur les agriculteurs. Évidemment, les aléas climatiques, forcément, le plus important, c'était la sécheresse, hein, mais aussi régulièrement, l'Algérie est touchée par des invasions de sauterelles qui détruisent les récoltes. Hein. Et donc, dans cette société algérienne très rurale et agricole, hein, la problématique autour de la conservation des grains est posée de manière prégnante, hein, et durable, et on peut dire ça depuis au moins l'Antiquité. Hein. Un historien qui s'appelle Stéphane Gessel, hein, il estime qu'il est spécialiste de l'Afrique romaine. Hein, il estime que cette pratique des silos collectifs, hein, des réserves de grains, hein, remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc on voit dans cette société au 19e siècle, hein, avant que les Français Qu'est-ce qu'il y a déposer dans une case individuelle leurs réserves de grains pour prévenir des mauvaises années. Et puis parallèlement à ces silos coopératifs, on a également des silos de réserve qui étaient surtout constitués à partir des aumônes en nature, donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la zaka, et qui servaient surtout à venir en aide aux pauvres, et notamment aux pauvres paysans. Hein.
Donc, ils étaient alimentés aussi par, évidemment, les chefs de tribu et les riches propriétaires qui avaient plus de moyens pour ça. Hein. Donc, ça permettait en général de tenir plusieurs années quand il y avait des mauvaises récoltes. Et donc, ces silos, ils avaient un nom particulier. Hein, on pouvait les appeler Matmores ou Matemura ou Matmura selon les sources. Et donc, l'historien André Nouchy, qui a travaillé sur qui a fait une enquête, c'est sa thèse, hein, qu'il a fait dans les années 60 sur le niveau de vie de la population constantinoise hein, jusqu'à après la Première Guerre mondiale. Hein. Il en a fait une description, donc je vais vous citer son texte. Hein. Donc, ces silos ont environ 3 mètres de profondeur. Hein. Ils ont la forme d'une amphore. Ils sont établis dans un terrain élevé et sec. Creusés à l'avance, ils se durcissent sous l'action du soleil. Hein. Ils sont alors garnis intérieurement d'une couche de paille. Les Arabes y déposent leurs grains avec précaution. Hein. On inscrit alors le nom du déposant et on couvre le silo pour assurer le maximum d'étanchéité. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la conquête militaire française va avoir des conséquences néfastes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la population algérienne et notamment la population paysanne, et notamment sur la pratique de ces silos de grains, hein, comme on va le voir maintenant. Donc, des conséquences plutôt négatives, même si on va voir, c'est plutôt une situation assez dichotomique ou paradoxale, c'est que d'un côté, les conquêtes militaires, souvent les silos sont pris pour cible par l'armée pour pouvoir s'alimenter, et d'un autre côté, on va avoir des initiatives de militaires dans le cadre des bureaux arabes qui vont mettre en place et relancer ces pratiques. Donc c'est le deuxième point de mon intervention, hein, l'institutionnalisation des silos, des sociétés indigènes de prévoyance, hein, à partir des années 1840-1860. Donc on est dans un contexte quand même qui est marqué par la conquête militaire, par des famines régulières, hein, et notamment les années que je vous ai citées tout à l'heure, 1866-1870, qui est la grande dernière période de crise démographique et de famine. Et on voit dans les pionniers de la colonisation hein, des militaires, notamment dans le cadre des bureaux arabes, hein, qui ont été des structures pour mettre en place la colonisation dans différents domaines, les infrastructures de transport par exemple, ou dans d'autres domaines, dans l'assistance et tout ça. Et donc, ces bureaux arabes, ils étaient dirigés par des militaires. Hein, et donc, un exemple, hein, dès 1847, donc c'est le premier exemple que j'ai trouvé, hein, on a un capitaine qui s'appelle Lapassé, qui est marqué par la misère dans son environnement proche auprès de la population indigène, et qui donc va établir un projet de création de silos de prévoyance hein, pour les tribus. Donc il fait le constat suivant, il dit chaque année, à l'époque des labours, hein, les pauvres des tribus viennent solliciter des prêts de semences et le plus souvent l'administration ne peut faire droit à leurs demandes. Quand il arrive des années calamiteuses comme celle-ci, les prêts du riche aux pauvres sont presque nuls, donc on voit que quand il y a des situations extrêmement difficiles sur le plan agricole, même les silos de grains sont dans la capacité d'y faire face de manière régulière. Donc, il va favoriser la restauration de silos de prévoyance hein, auprès de chaque tribu. Hein. Donc, on voit que pour qu'il y ait un lien fortement avec la société paysanne algérienne, la gestion de ces silos seront donnés aux caïds. Donc, c'est des responsables locaux qui sont placés sous la responsabilité des bureaux arabes. Hein. Donc, ces silos sont alimentés par une taxe en nature, donc des grains, hein, qui sont en proportion des récoltes de chaque paysan. Et donc, la quantité déposée était en fonction, évidemment, de la quantité de récoltes selon les bonnes ou les mauvaises années. Hein. Donc, les familles qui étaient les plus fragilisées paysannes recevaient régulièrement des dons de blé ou d'orge. Hein. Et puis, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que derrière ces préoccupations qu'on pourrait dire charitables ou sociales de l'armée, hein, il y avait aussi des arrière-pensées politiques, parce que c'était aussi un moyen pour eux de contrôler ces structures de conservation des grains et notamment de s'en servir pour alimenter les troupes. Et évidemment, c'était aussi un moyen de contrôler les sociétés paysannes algériennes qui se sont révoltées à plusieurs reprises. Donc, c'était un moyen aussi de prévenir les insurrections, tout simplement. Et donc, on a des initiatives de militaires. Et forcément,
au plan de l'Algérie entière. On a aussi les gouverneurs généraux à l'époque qui aussi relancent aussi ce type de pratique. Hein, et donc, à la suite de cette expérience de 1847, on a aussi des gouverneurs qui le relancent. Bon, malheureusement, les événements de 1848 vont mettre un coup d'arrêt à ces premières expériences. Et il faut attendre la fin des années 1860, donc en pleine crise démographique et agricole, pour relancer ces premières expériences, avec notamment un général, hein, le général Liébert, qui commande la subdivision de Miliana. Et donc, cette expérience va servir de modèle, on va dire, quand on abordera bientôt hein, l'institutionnalisation des CIP à travers la loi de 1893, elle va servir quasiment de modèle à la loi qui va être instaurée par la métropole. Et donc, cette société, hein, elle devient une société de crédit et de secours de la subdivision de Miliana, créée en 1867. Et donc, dans son premier article, là, on voit déjà l'objectif de ce type de société. Hein, et donc, il s'agit de créer, d'introduire l'esprit d'association et de prévoyance et de mutualité parmi les indigènes, et de les amener à avoir un comportement de sage prévoyance, hein, et aussi de les soustraire à la question aussi de l'usure, hein, c'est-à-dire de contracter des prêts à des taux usuraires auprès d'autres agriculteurs ou de propriétaires terriens, et donc de limiter autant que faire se peut ces abus de ce côté-là. Donc on voit que ce modèle va se développer, on va le voir dans différentes communes. Et donc, il repose sur une cotisation de chaque sociétaire, forcément, hein, qui sont tous des indigènes, des agriculteurs indigènes, avec ou sans terre. Et les secours sont souvent en argent ou en nature. Et donc, ce type de société hein, va essaimer. Et puis, progressivement, vu le rôle qu'elle peut jouer dans la société paysanne pour amortir les mauvaises récoltes, on va arriver au début des années 1890, hein, où les autorités coloniales vont prendre à bras le corps ce sujet, et donc de coordonner et de développer avec une base légale ce type de société indigène de prévoyance, hein, qui n'avait pas encore ce nom-là. Et donc, au début des années 1890, on va avoir des débats parlementaires, et pour créer ce type de société en leur lui donnant une reconnaissance d'utilité publique, hein, et donc c'est la loi du 14 avril 1893, et donc elles vont prendre le nom de Société indigène de prévoyance. Hein. Derrière le premier objectif de lutter contre les famines et les mauvaises récoltes, il y a aussi bon, je pourrais dire un objectif, un rôle de moralisation aussi des sociétés paysannes algériennes, hein, en les familiarisant avec le principe de l'épargne, de savoir mettre de côté des grains ou de l'argent pour les mauvaises années. Et donc, cette loi du 14 avril 1893, hein, elle est composée de 19 articles. Donc, le but de ces sociétés, hein, selon l'article 1, hein, c'est venir en aide par des secours temporaires aux indigènes ouvriers agricoles, hein, ou cultivateurs, qui sont souvent pauvres, de permettre aussi à ces agriculteurs des prêts annuels en nature ou en argent à distribuer aux membres de la société, et puis aussi de favoriser le développement de pratiques culturelles plus modernes pour augmenter notamment les rendements avec des outils plus développés. Alors, un autre aspect de ces CIP, c'est aussi la volonté de développer des assurances collectives auprès des membres contre les aléas agricoles, et notamment contre la grêle, par exemple, hein, ou les récoltes qui pourraient être incendiées. Et puis, un autre élément dans cette loi qui est importante, hein, c'est que les CIP pourront se prêter entre elles de l'argent ou des prêts en nature aussi. Hein. Donc, le principe, c'est une CIP par commune, hein, avec un président, forcément. Tous les membres sont des populations indigènes.
Et donc, ce principe d'une CIP par commune, s'appuie sur le modèle de Miliana que je vous ai parlé tout à l'heure. On a une structure pyramidale administrative avec un conseil d'administration qui décide qui doit avoir une aide ou pas. Et puis, on voit que tous les fellahs, c'est-à-dire les paysans algériens, tous les fellahs de la commune peuvent devenir membres de la CIP. Ils sont alimentés par les cotisations des membres. Et puis, on voit aussi qu'il y a la question de l'usure aussi, du taux d'intérêt des prêts qui sont aussi importants. Et là, ce cadre légal impose un taux d'intérêt un maximum de 5%, alors qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient vraiment usuraires, qui étaient pratiqués. Et donc, on a le gouverneur de l'époque, Jules Cambon, qui est plutôt un gouverneur réformiste, assez proche des populations algériennes, un peu comme le gouverneur Jonard plus tard à la Belle Époque, qui vont faire développer ce type de CIP. Et donc, on va voir ces structures associatives et mutuelles se développer fortement entre les années 1890 et 1914. Donc là, ça serait la troisième partie que je vais vous présenter, c'est-à-dire sur les progrès, les limites de cette forme de mutualisme agricole. Donc, quelques éléments chiffrés. Si on regarde sur la période, donc il y a eu des expériences dans les années 1840-1860, mais de façon un peu plus ponctuelle, mais après de façon un peu plus enracinée à partir des années 1880. Donc en 1886, on avait 44 sociétés indigènes de prévoyance, et en 1914, on en avait 211. Au niveau des nombres de sociétaires, pareil, ça a augmenté de manière considérable, et beaucoup plus que les sociétés de secours mutuels sur lesquelles j'avais un petit peu travaillé aussi. On était à peu près sur 60 000 membres dans les années 1890, et à la veille de la Première Guerre mondiale, on a quand même 554 000 membres des CIP. Elles disposent d'actifs assez considérables qui leur permettent aussi de pouvoir octroyer des prêts. Au début de la période que je viens de vous exposer, on était à moins de 6 millions de francs, et à la fin de la période, là, en 1914, on était à plus de 27 millions de francs d'actifs disponibles. Ensuite, en regardant un petit peu l'évolution entre les années 1890 et 1914, on voit que les périodes, on va dire, de bonne récolte correspondent aussi au moment où les CIP interviennent le moins, et inversement, les CIP sont beaucoup plus sollicités pendant les mauvaises récoltes. Et donc, on voit que les premières années de fonctionnement des CIP, elles rencontrent un certain nombre de difficultés, notamment notamment, même s'il n'y a pas beaucoup de membres la plupart des membres sont bénévoles, notamment ceux qui s'occupent de l'administration de la CIP, on voit qu'il y a des abus au niveau des traitements, notamment dans les frais ce qu'on appellerait les frais d'administration. Et puis progressivement, ces abus vont rentrer dans l'ordre, et puis elles vont permettre un certain nombre de points avantageux pour ce type de mutuelle. Donc, on a d'abord un premier point important, c'est les progrès techniques qui vont être permis par ces CIP. On voit la diffusion d'une forme de mécanisation qui va s'installer progressivement auprès des populations paysannes indigènes. Au tout début, on essaye de diffuser ce qu'ils appellent dans les textes les charrues françaises. Et donc, les premières années sont difficiles, mais après une dizaine d'années, on voit que ça s'est généralisé. Et donc, pour donner deux chiffres, au début des années 1900-1910, on a à peu près 30 000 charrues qui sont utilisées par les CIP. Et puis, pour donner un chiffre plus tardif, 20 ans plus tard, on est à 80 000 charrues françaises. Donc, ça permet des meilleurs rendements, des techniques culturales meilleures. Et puis aussi, ils développent aussi les techniques de labour préparatoire avant la récolte. Il y a aussi la question des silos, c'est-à-dire là, c'est le but original de ces sociétés. On a les silos de grains. Donc, jusqu'au début du XXe siècle, les CIP ont des difficultés à
à maintenir ces silos de grains dans des bonnes conditions matérielles. Et peu à peu, toutes les cibles vont construire des silos maçonnés en ciment, hein, qui va permettre de beaucoup mieux conserver les grains pour les mauvaises récoltes. Et donc, on voit à la veille de la Première Guerre mondiale des quantités assez considérables de grains qui sont dans les silos de réserve des CIP. Un autre élément conclusif par rapport à mon intervention, c'est la question de l'usure. Il y a eu beaucoup de difficultés pour les CIP et pour les membres des CIPRE à obtenir des prêts, notamment de ces structures, à des taux d'intérêt limités à 5%, comme le disait la loi. Hein. Il a fallu une bonne dizaine d'années avant que ça soit régulé. Et donc, il y a eu beaucoup d'abus aussi de ceux qui prêtaient de l'argent. Et donc, au début du XXe siècle, là, on a une disparition quasi totale de ces pratiques usuraires. Enfin, il faut aussi retenir un avant-dernier point, hein, c'est les freins culturels des sociétés algériennes paysannes par rapport à ces pratiques mutualistes. Hein, ils ont eu les membres, toutes les CIP n'avaient pas un certain nombre de membres suffisants pour pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. Et puis il y avait des réticences liées à la question de l'épargne. Hein. Et donc le fait de déposer de l'argent dans une structure, ça a été difficile pour eux, mais progressivement, elles ont pu comment dirais-je, dépasser ces limites culturelles. Enfin, dernier point par rapport à l'utilité de ces CIP, hein, on a vu qu'au début, il y avait aussi des freins par rapport à son action, dans le sens où, au début, dans une société quand même assez hiérarchisée, on avait une forme de clientélisme aussi qui était dans certaines structures de CIP, où les plus riches des cotisants, ils favorisaient plutôt un tel ou un tel plutôt qu'un autre membre de la société, et donc ça a eu des conséquences néfastes au début des fonctionnements des CIP. Donc pour conclure, on peut considérer que d'une manière générale, les CIP ont plutôt permis d'atténuer les effets désastreux des mauvaises récoltes, hein, quand il y a eu des mauvaises récoltes de manière assez régulière et récurrente, de limiter aussi les souffrances des paysans. Hein. Ça a permis aussi de familiariser la société paysanne algérienne aux pratiques culturelles modernes importées des Européens. Hein. Et que cette institution, on peut considérer qu'elle a fonctionné à peu près correctement à partir du début du XXe siècle, hein, pour parer au mieux à la situation difficile et précaire des paysans, hein, des fellahs, on appelait ça aussi des camnes aussi. Hein. Et donc, pour vous donner un dernier chiffre, parce que tout à l'heure, Michel évoquait la fête du centenaire, l'exposition coloniale de 1931. Il y a eu aussi la fête du centenaire pour la colonisation d'Algérie en 1930. Hein. Et en 1930, hein, les chiffres, on n'a pas beaucoup plus de CIP, on est à 219 CIP en 1930, mais par contre, on est à 595 000 membres, donc il y a quand même 70 000 membres de plus après la Première Guerre mondiale. Et par contre, l'actif est vraiment très important, avec plus de 76 millions de francs d'actifs dans les caisses des CIP. Je vous remercie pour votre attention. Pardon. Merci beaucoup pour tous ces éléments à la fois très précis et très intéressants sur l'évolution de l'outil. Donc, peut-être y a-t-il un certain nombre de réactions ou de questions à cet égard. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'éléments d'information qui avaient été donnés dans le chat sur des travaux menés sur cette thématique. Patricia? Moi, je trouve
trouve intéressant. Je vous entends pas, on vous entend pas bien. Vous m'entendez comme ça? Un peu mieux. Allez-y. Bon, ce que je trouve intéressant dans la communication d'Anthony, c'est en fait cette tradition de la statue pour ces sites. Ça marche pas bien. Je ne vous entends Ouais, pas. Bon, écoutez, on n'entend pas. passez une autre question, je vais essayer de régler ça. Est-ce qu'il y a une autre question pour que Patricia se connecte par ailleurs? Oui, monsieur Oui. Deligé. Oui, merci. Donc j'avais mis dans le chat, je voulais remercier Anthony pour. Moi, j'avais pas du tout connaissance de ces racines algériennes des CIP. Effectivement, il y a une bibliographie dans l'histoire de la coopération sur un peu le transfert de ce modèle voyageur, notamment en Afrique subsaharienne, et plus récemment des réflexions sur voilà, la continuité et rupture entre ces modèles d'organisation de la solidarité et ce qui, dans un contexte de monétarisation aussi, s'est traduit par l'émergence et le développement des coopératives d'épargne et de crédit, qui ont été dès les années 50 promues dans un certain nombre de contextes, en tout cas en Afrique subsaharienne. Voilà, et derrière, toutes les discussions par rapport au CIP sur les questions de domination par l'administration et le pouvoir colonial que vous avez évoqué dans le cas de l'Algérie, et aussi les problèmes un peu de fonctionnement démocratique dans des sociétés rurales très hiérarchisées. Voilà, pour l'Afrique subsaharienne, je vous renvoie aux travaux de Claude Meyassou sur Femmes, greniers et capitaux, où on voit bien que derrière ces pratiques de stock de réserve ou de solidarité, il y a aussi un fonctionnement hiérarchisé très fort dans les communautés rurales. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, Patricia. Bon, d'accord, je me suis reconnectée. Oui, je disais que donc ce que je trouvais intéressant, entre autres, dans cette communication d'Anthony, c'est la création d'un statut particulier, en fait, par cette loi de 1893. Parce que de fait, on dit mutualité coloniale, mais on n'est pas du tout dans le modèle des sociétés de secours mutuels, décret 1852 ou loi de 1898. On n'est pas du tout sur le même modèle. Et ça ressemble tout à fait aux sociétés d'assurance mutuelle qu'on trouve en métropole, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine de la pêche maritime, par exemple, pour les petits producteurs. Et en revanche, sur le territoire métropolitain, ces sociétés d'assurance mutuelle n'avaient pas de réglementation spécifique. Et pendant longtemps, on ne savait pas trop quoi en faire. Et on les a passées après sous la loi de 1905 parce qu'elle n'avait pas de loi spécifique, alors que ça existait manifestement dans le cadre algérien. Michel? Oui, moi j'ai écouté ça avec votre intervention avec beaucoup d'intérêt. D'abord, il me semble que ce serait tout à fait intéressant de faire une analogie avec vos cibles, entre guillemets évidemment, cibles en Algérie et au Sénégal. Encore que le travail que j'ai consulté, la thèse de M. Sou, porte sur la période de 1900-1947. Donc, une question que je pose, est-ce que vous avez des éléments sur après, parce que vous arrêtez en gros 1914, même si vous avez quelques éléments entre les deux guerres, mais après, est-ce que ça continue jusqu'à l'indépendance? Et par ailleurs, vous avez, comment dirais-je, soulevé un point tout à fait intéressant, tout à fait à la fin de votre intervention, quand vous parlez de la réticence initiale des indigènes à cotiser. Ça, c'est vraiment une question tout à fait intéressante qui mériterait d'être creusée. Je rappelle que la loi en 1910, la loi sur les traites ouvrières et paysannes, a été refusée par la majorité de la population parce qu'on ne voyait pas l'intérêt de cotiser pour une retraite éventuelle dans 25 ou 30 ans. Et il me semble que là, on rejoint un peu le même problème. Donc,
je vous pose la question, il me semble que ce serait tout à fait intéressant de creuser cette piste, de voir s'il y a eu des réticences dans ces formes de solidarité. Alors, pour répondre à ta question, Michel, sur les suites des CIP, on va dire après les années 20, Ouais, il va y avoir une loi de 1933 qui va instituer plutôt un fonds commun des CIP sur le principe du crédit oui, d'accord, agricole. d'accord. Et donc, j'ai découvert aux ANOM, aux Archives nationales d'Aix-en-Provence, il y a 2-3 ans, un ouvrage qui s'appelle l'Atlas de la mutualité coloniale en Afrique du Nord. Et donc, je pourrais l'envoyer en numérisation si tu veux. Et dedans, on voit des nouvelles pratiques par rapport aux cibles qui sont différentes de celles qu'elles étaient auparavant, ce que je vous ai décrit. En fin de compte, ils entérinent un peu le processus des cibles, où au début, c'était plutôt, comment je pourrais dire, un principe d'entraide sur la Oui, base oui, de prêts oui, en nature de grains entre les différents oui, sociétaires. oui. Et en fin de compte, très rapidement, on peut dire même avant la loi de 1893, parce qu'il y avait des formes de CIP avant, en 1886, les réserves en grains étaient plus importantes que les réserves en argent. Et Mhm. en 2 ou 3 ans, c'est devenu les prêts en argent qui sont devenus Ouais. Ouais, beaucoup plus ça, c'est importantes que les réserves en grains. Et donc, on a une sorte de détournement des CIP qui deviennent plus des réserves en argent que des réserves en grains, en fin de compte. ça, Et c'est donc, tout à fait forcément, correct. ça pose un problème dans la nature des CIP au départ. Mhm, Et donc, dans mhm, cet atlas, on voit toute une cartographie des différents systèmes de crédit agricole mutuel en Afrique du Nord. Il y a aussi une partie, peut-être qui va t'intéresser plus, sur les coopératives agricoles aussi, en Afrique du Nord, avec une cartographie des différentes coopératives. Alors après, je ne sais plus dans quel domaine elles exercent, je ne me souviens plus trop, donc je ne vais pas dire de bêtises. oui, mais Et bon. pour l'Afrique du Nord, ça va jusqu'à l'indépendance. Hein, Ah ouais, bon. donc, et puis au niveau des sources archivistiques, aux ANOM, il y a pas mal d'archives sur les sociétés indigènes de prévoyance, mais à partir des années 20, 30, 40, 50, je veux dire. Mhm, Il y a même mhm. une autre forme, mais que je connais pas bien, je connais pas le sujet. Ça va devenir des sociétés agricoles de prévoyance, des SAP pendant la guerre d'Algérie. Mais je sais pas quelle est la nature différente par rapport au CIP. J'ai pas encore travaillé sur la question. Donc, il y a D'accord. beaucoup d'archives, plus pour les années 30, 40, 50, que je pense que pour la première période que j'ai évoquée, pardon, je pense que c'est plus les archives locales en Algérie. Si je me Mhm, fie au mhm, travail d'historiens des années 50-60, comme André Nouchy, qui a travaillé sur ce sujet-là, mhm. pour le département de Constantine, d'après ses références archivistiques, je pense qu'il a été sur place pour avoir des archives. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des archives sur les CIP avant la Première Guerre mondiale, sur leur fonctionnement vraiment dans le détail, je veux dire, puis voir l'attitude des membres, s'il n'y a pas une sorte de reproduction hiérarchique à travers la CIP par rapport à la structure hiérarchique de la société paysanne algérienne. Et est-ce qu'on aurait un moyen d'évaluer l'impact économique de ces sociétés? C'est-à-dire que là, vous nous avez cité des éléments sur le nombre de membres, sur l'évolution du nombre de sociétés et du nombre de membres d'adhésion au CIP, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de quel est l'impact réel en termes économiques sur la situation des populations, sur est-ce qu'il y a des évolutions au cours du temps, est-ce qu'il pourrait y avoir un certain nombre d'éléments qui permettraient d'avoir une évaluation économique sur ce point? Là, au moment où je vous parle, c'est difficile de vous répondre. Le seul élément positif que moi, un des éléments positifs des CIP, c'est quand même un amortisseur des crises agricoles et des Ah, mauvaises récoltes. ah oui. Et puis sur le plan économique, je pense que ça a aussi permis de familiariser ces populations à la pratique d'une forme de prévoyance en déposant de l'argent par des cotisations dans le cadre de ces sociétés. Après, je pense qu'il y a eu quand même, quand je vois le nombre de charrues françaises on est arrivé à 80 000
charrues françaises qui ont été C'est un indicateur, oui. voilà, c'est une sorte d'indicateur d'une forme de développement économique, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir des exemples précis sur une société pour voir si ça s'est vraiment infusé de façon profonde dans la société. En posant ma question, bon, je savais la difficulté du sujet, mais je demandais si en recoupant des zones géographiques, peut-être des monographies sur certaines zones géographiques, on pouvait avoir quelques indicateurs ou quelques perspectives sur l'impact sur des groupes de population géographiquement. Il faudrait faire des comparaisons parce que si je dis pas de bêtises, je crois que l'Algérie, c'est le premier territoire colonial, entre guillemets, parce que c'est un département français, où il y a eu l'expérience des CIP, avec la loi de 1893. Après, il y a eu le Sénégal en 1907, et après, il y a eu l'AOF en 1910. Et j'ai vu qu'il y avait une thèse de droit qui est parue au début du XXe siècle, qui parle des CIP en AOF. Alors, je ne l'ai pas encore consulté de manière précise, mais il faudrait voir s'il y a des points de comparaison ou d'analogie dans l'évolution entre l'exemple algérien et l'exemple de l'AOF, par exemple, voire sénégalais. Mais je pense que ça peut-être, ce type d'entraide agricole et rurale, je pense qu'il a dû exister aussi dans les colonies asiatiques de la France, je veux dire, à mon avis. Je suppose, comme l'avait déjà exprimé tout à l'heure Michel. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interventions? Peut-être une notation sur l'AOF, là. Tout à l'heure, il y avait Élodie Ross là, qui était connectée et qui travaille justement sur l'AOF. Alors, je ne sais pas si c'est sur ces sociétés-là, mais je pense qu'il y aurait peut-être des éléments de recoupement. Moi, j'ai une question qui peut être un peu hors sujet, mais je me demande pourquoi, en fait, il y a autant d'archives sur la période coloniale qui sont basées en France. Enfin, j'ai rencontré un chercheur américain qui travaille sur la question agraire en Tunisie, sur les faits légaux, les révolutionnaires tunisiens et les rebelles tunisiens, et il m'a dit que il a dû venir à Nantes pour consulter les archives tunisiennes. Oui, c'est à Nantes. Pour les protectorats tunisiens et marocains, les archives, ils sont à Nantes. Et pour l'Algérie et le reste de l'Afrique, c'est à Aix-en-Provence. Et ça, C'est-à-dire que là, c'est une décision politique, le fait de transférer faire une bonne partie des archives algériennes ou marocaines ou tunisiennes après l'indépendance, c'est une décision politique de la France. Mais il y a quand même, pour l'Algérie, il y a quand même beaucoup de sources archivistiques qui sont encore conservées en Algérie, je veux dire. mais là, on parle de colonisation et de décolonisation, mais là, autour de cette table, je pense que je suis la seule qui n'est pas française. Et je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs tunisiens ou autres qui qui n'ont pas forcément le visa pour venir Et c'est ça, c'est pas évident. Ouais. Ça, c'est C'est pas pas évident en évident. ce moment. donc on continue à ne pas produire, enfin, à produire de la recherche sur nos pays ici. Enfin, je trouve ça absurde et je ne sais pas comment ça continue de fonctionner en 2024 comme ça. Je, là, Mm. pourquoi ça ne change pas? Ça Mm. fait, ça fait, ça fait 2 siècles Mm. enfin, vous avez dit 1830 en Algérie et enfin, pourquoi ça ne change pas, quoi? Et c'est vrai que dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi des difficultés des fois à avoir accès aux archives algériennes en Algérie aussi, c'est pas toujours évident. Ça dépend du contexte politique entre les deux pays. Quand il y a des tensions entre les deux pays, c'est pas évident non plus pour les chercheurs algériens ou autres des anciennes colonies pour venir en France, et puis inversement, je veux dire, c'est pas toujours évident. Et par rapport à ce que vous disiez sur les dépôts des archives à Nantes, j'ai vu aussi qu'il y avait des archives sur la protection sociale, la sécurité sociale, à la Courneuve aussi, aux archives nationales de la Courneuve. Il y a aussi des fonds d'archives
de l'époque contemporaine, on va dire, des années 20, 30, 40, 50, 60 aussi. C'est délivré? Oui, oui, non, c'est un bon sujet. La question de la restitution, c'est comme pour les musées, hein, les archives, enfin, on pourrait faire beaucoup de parallèles là-dessus. En tout cas, il y a plusieurs réseaux de chercheurs internationaux hein, dans le domaine des relations Nord-Sud, de la coopération, du développement, qui travaillent sur la mise en réseau des archives Nord et Sud pour pouvoir justement reconstituer des histoires plus globales et pas segmentées Et entre plus ces différentes transnational. périodes historiques. Et ça, bon, les collègues de Paris 8, par exemple, ou de Sciences Po, ou d'École des hautes études, enfin, il y a plusieurs réseaux qui travaillent là-dessus, en tout cas. Mais c'est un bon sujet. Très bon sujet, oui. Patricia? Oui, je n'avais pas vu que j'avais levé la main, mais du coup, bah, je pense que peut-être les chercheurs tunisiens ou maghrébins pourraient faire une démarche officielle dans ce sens. Il me semble, hein, il y a peut-être une initiative à prendre de la part des chercheurs, justement, pour d'engager quelque chose pour la restitution de ces archives. Ça se fait bien pour les corps ou pour toutes sortes de choses, comme l'a dit François, donc effectivement, il n'y a pas de raison. Mais certainement, il faut officialiser ça. Je pense Euh, que, enfin, je ne sais pas du tout s'il y a une problématique de demande des États de restitution des archives. Il y a des demandes effectivement pour les musées, pour mais moi, je n'ai jamais été informée de demande effective de restitution d'archives, mais j'imagine qu'il y en a. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont liés, qui dépendent aussi d'archives militaires. Et donc, ça, je ne sais pas exactement quel traitement qui serait fait, mais en tout cas, je pense que c'est une excellente problématique. Alors, est-ce qu'il ne faut pas poser cette problématique avec aussi les possibilités que nous offre aujourd'hui le numérique? Parce qu'il y a, je pense, aussi un certain nombre de possibilités de numérisation qui font qu'au moins partiellement, ça permettrait d'avoir un accès un peu universel à un certain nombre de documents. Mais je pense que c'est une excellente problématique et vous avez raison de le poser et de remarquer que nous sommes dans une écrasante majorité français autour de ce Zoom. Est-ce que vous avez d'autres remarques, Michel? Est-ce qu'on en reste là? Non, bon, en 1995, les Archives de France ont publié un énorme guide d'archives sur les étrangers. Je pense qu'il y aura aussi à voir parce qu'il y a certainement un certain nombre d'organisations d'immigrés et en rapport avec les colonies qui existaient. Et puisqu'on parle des archives militaires, j'ajoute qu'un certain nombre d'archives militaires sont conservées au centre de Leblanc. Et là aussi, il me semble qu'il faudra aller voir. Donc, Au centre de quoi? ça prend encore un peu plus de dossiers, mais ça montre l'intérêt, je crois, et comment dirais-je, la viabilité de notre projet. Et encore une fois, il me semble que cette séance de séminaire pose beaucoup plus de questions qu'elle n'en résout, même si on a quand même un peu apporté des connaissances, grâce à Anthony en particulier. Mais je pense que effectivement, nous devons nous investir dans ce nouveau chantier en voyant bien, encore une fois, que bon, l'histoire de l'économie sociale est relativement un parent pauvre, et là, on le voit très nettement encore aujourd'hui. Mm, mm. oui, c'est la question de l'économie sociale, voire solidaire dans les colonies, c'est un angle mort de la recherche française. Ah, c'est un angle, bon, ça, Globalement, je veux dire, si on exactement, prend l'Algérie, c'est surtout la guerre d'Algérie, les absolument. aspects politiques et tout ça, voire des recherches sur la post-coloniale, sur l'Algérie, mais sur cette thématique-là, Ah à ma non, connaissance, il n'y a pas beaucoup de travaux, hein. il y a très peu de travail. Mhm, mhm. Je ne Raison sais de même dire qu'au pas s'il y a niveau des de thèses sur ce sujet-là, hein. Je ne crois pas à ma connaissance, d'après ce que j'ai cherché. Mais... Mhm.
Et c'est vrai que c'est un Bon, angle mort. il y a du conclusion, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de perspectives sur lesquelles j'espère un certain nombre de chercheurs vont pouvoir se positionner et pas seulement, vous avez raison de le dire, de chercheurs français, ce qui serait effectivement la réponse la plus positive qu'on puisse imaginer. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose peut-être d'en rester là pour ce soir. Je vous rappelle que la prochaine session aura lieu au mois de mai et portera, alors là, nous retour à un autre sujet, portera sur Manu France et sur un exemple de coopérative ouvrière et participative avec l'exemple, à travers l'exemple de Manu France. Ce sera donc au mois de mai. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt. Ah, pardon, Cécile? Oui, bonsoir. Et peut-être signaler que le 6 juin, on va parler avec Jean-François Desprairies. On va revenir sur cette période de la décolonisation et des pratiques d'économie sociale à Vous avez raison. partir d'un fonds qu'on a récupéré le fonds, nous on appelle ça le fonds des roches, mais en fait on a récupéré un certain nombre de thèses et de mémoires que Desroches avait dans son bureau. Voilà, peut-être que je voulais juste signaler ça. Avec plaisir, et c'était effectivement tout à fait important de le rappeler. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors, Merci à vous. au Au revoir. Merci. revoir. Au revoir. Voilà.